Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Vincent Augusto, je suis enseignant-chercheur à l'École des Mines à Saint-Étienne en informatique et je vais vous présenter un exemple. En introduction, on parlait de données en vie réelle, d'un exemple un petit peu concret de ce que l'on fait en recherche dans le cadre de la chaire Avenir Santé Numérique qui est soutenue par la Fondation de l'Avenir. Et donc, l'exemple, c'est un jumeau numérique, donc, je vais vous redire ce que c'est, appliqué sur des parcours de soins et dans notre cas, le cas d'étude, c'est sur la BPCO. Alors, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Déjà, je ne sais pas si vous avez entendu parler de responsabilité populationnelle dans la salle. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Il dit oui, un petit peu. En fait, la responsabilité populationnelle, c'est une technique qui vient du Canada, en fait, qui a été développée là-bas, qui consiste en responsabiliser l'ensemble de l'écosystème à son parcours de soins, que ce soit les médecins, les patients et toutes les autres professions de santé. De manière un tout petit peu plus concrète, l'idée c'est de stratifier une population en fonction de son avancement dans une maladie. Donc si je prends le diabète par exemple, on a une population à risque qui va être en risque d'obésité par exemple, puis une population atteinte de la maladie à un stade peu avancé, puis plus avancé et ainsi de suite. Et l'avantage de stratifier la population comme ça, c'est que ça permet de faire des évaluations à chaque niveau de leur parcours et surtout de trouver des mesures par exemple préventives qui permettent d'éviter de passage à une strate supérieure. Donc peut-être qu'une prévention dès les cabinets de consultation chez les généralistes, quand les patients sont à risque, ça permettrait d'éviter qu'ils passent dans un état de risque plus avancé. Donc ça, c'est typiquement l'approche de responsabilité populationnelle. Et nous, ce que l'on veut, c'est l'appliquer à la BPCO en ajoutant une composante dynamique, c'est-à-dire comment est-ce que l'on peut l'appliquer comme outil de pilotage au jour le jour. Parce qu'aujourd'hui, la responsabilité populationnelle, ça va être une technique statique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va modéliser les parcours, on va en tirer des conclusions, mais on ne va pas pouvoir l'utiliser au jour le jour, peut-être pour prendre des décisions et surtout pour les évaluer, parce que vous savez qu'une mesure de prévention, on met des années finalement à en mesurer les conséquences. Et puis les avantages surtout. Donc on applique ça à la BPCO et l'idée c'est de regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut créer un premier jumeau numérique qui permet donc d'outiller un petit peu cette technique dans la suite. Alors là j'avais une petite vidéo, mais alors là pour la lancer avec ça va être compliqué. Je vais le faire à l'oral, sinon le jumeau numérique en fait... si ça va se lancer... Génial, il y a la technique. Un jumeau numérique, en fait, l'idée, c'est d'avoir un double numérique d'un système réel. Donc là, je vous montre un tout petit exemple sur un service d'urgence, qui n'est pas lié à ce que l'on fait dans ce projet, mais qui vous donnera une illustration. Donc là, c'est un modèle qui va suivre l'activité d'un service d'urgence. Donc là, c'est le CHU de Saint-Étienne, par exemple, avec l'arrivée des patients, etc. Et vous voyez que ce modèle va suivre en temps réel ce qui se passe dans le service. C'est-à-dire qu'un patient arrive dans le système réel, un patient virtuel arrive dans mon modèle numérique. Donc ce qui est important à retenir dans le jumeau numérique, c'est cette synchronisation temps réel. Ce qui permet de lancer des simulations. À tout moment, du coup, je peux simuler des scénarios. Par exemple, j'ai plein de patients qui vont arriver parce que j'ai un accident sur l'autoroute. Je vais regarder ce qui se passe dans un cas où j'ai pas assez de personnes pour les accueillir. Et du coup, je peux imaginer d'autres scénarios où je vais avoir plus de personnes à l'accueil pour les accueillir. Et donc, choisir la meilleure solution possible. Donc, ça, c'est ce qu'on veut appliquer pour notre cas sur la responsabilité populationnelle, sauf que là, mon jumeau numérique, il ne va pas être synchronisé à la seconde peut-être, mais il va être synchronisé peut-être à l'année ou au mois, parce que les données ne vont pas arriver au même rythme. Donc le jumeau numérique territorial, c'est une réplique virtuelle du fonctionnement clinique d'une population entière à l'échelle d'un territoire. On va intégrer toutes les données réelles d'hospitalisation, de consultation, d'actes, de comorbidité et ainsi de suite. Donc on a une grande chance en France, c'est qu'on a des données qui nous permettent d'avoir une vision sur tout ça. C'est les bases du SNDS, du Système national de données de santé, donc de l'assurance maladie. Et l'objectif donc, de cet outil, c'est d'anticiper, optimiser et piloter la santé d'une population à partir de leurs données réelles et d'avoir un retour année après année des conséquences des décisions que l'on va prendre. Donc on part de la population, on prend ces données grâce aux accès qu'on peut avoir au SNDS, on crée ce jumeau numérique qui va être connecté à ces données-là, on va simuler et on va pouvoir prendre des décisions à partir de tout cela. Et donc le jumeau numérique va permettre de tester tous ces scénarios avant leur mise en œuvre réelle, et on va proposer une approche qui permet de générer automatiquement ce jumeau numérique pour la BPCO, mais aussi, pourquoi pas, pour une autre pathologie.
Ça va jusque-là? Oui. Vous me dites ça si c'est pas clair. Donc là, à gauche, vous avez un truc illisible, mais c'est le parcours de soins qu'on utilise. Donc ça, c'est le modèle qu'on va générer automatiquement à partir des données. Là, vous avez un modèle complet de la vie d'une personne qui est atteinte de BPCO. Tout en bas, vous allez avoir en fait les personnes qui sont à risque, donc qui ne sont pas encore malades, mais qui sont fumeurs, par exemple, avec des consultations qu'ils ont fait chez le généraliste, avec différentes étapes de soins. Et vous voyez, vous avez des petits points bleus qui apparaissent un petit peu. Ça va être les points de jonction d'une strate à une autre. C'est-à-dire à quel moment ils vont passer dans un stade d'aggravation de la maladie. Donc on passe à la première strate, ça veut dire qu'ils ont fait une spirométrie et puis là, ils sont diagnostiqués qu'ils sont atteints de cette maladie. Donc il va falloir qu'ils suivent un parcours de soins différent. Et puis après, le deuxième passage, ça va être la première hospitalisation pour insuffisance respiratoire. Et puis la dernière, la pointe de la pyramide, ça va être les patients qui sont obligés de vivre avec un respirateur artificiel. Et on va avoir à chaque étape, vous voyez, des parcours qui vont être un tout petit peu différents et qui vont refléter ce qui se passe dans la vie réelle. Ce qui est chouette, une fois qu'on a ce modèle, c'est qu'on peut le simuler. C'est-à-dire qu'on est capable en fait, de créer en fait, des patients qui vont être cette fois des patients virtuels et de simuler ce qui va se passer. Donc dans le jargon, on a transformé ce modèle qui est des boîtes et des flèches en fait, en un modèle qu'on appelle de Markov. Donc c'est un modèle en fait qu'on va simuler avec des probabilités. En gros, quand je suis à une étape de mon modèle, j'ai une probabilité de passer à une étape suivante ou à une autre étape selon l'évolution de ma maladie. Donc on va calculer toutes ces probabilités dans une matrice que vous voyez au milieu. Et ça nous permet de simuler ce qui se passe dans ce modèle-là. Donc de voir un petit peu quelle va être l'évolution de ma population au fil du temps. Une fois que je simule ça, ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir prédire ce qui va se passer. Et donc là, c'est l'aspect IA, c'est une des formes de l'IA dont on peut parler, qu'on va appeler du machine learning. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt du deep learning qu'on a appliqué. C'est-à-dire qu'à une étape donnée, je vais essayer de prédire quelle va être la prochaine étape dans le parcours de soins de mon patient en fonction de ses caractéristiques et en fonction de la décision que je vais prendre par rapport à ce patient-là. Et donc là, ça veut dire qu'à une étape donnée dans mon modèle, je vais essayer de prédire quel va être le futur de ce patient. Donc je combine en fait ces trois approches et ça me permet de simuler des parcours réalistes pour pouvoir créer ce jumeau numérique. Et donc l'intérêt majeur de faire un outil comme ça, c'est de se dire, vous voyez, on entend parler de politiques de prévention qui sont mises en place tous les jours et tous les jours on nous dit que c'est hyper difficile de prédire en fonction du coût que ça va être de mettre en œuvre cette politique de prévention, quel va être l'impact dans 10 ans de cette politique de prévention. Et là, avec un outil comme ça, on est capable de estimer quel va être le gain. C'est-à-dire que si je mets en place une politique de prévention pour mes patients de stade 0, je peux calculer dans la fin de mon parcours, est-ce que j'ai réduit les coûts parce que j'ai peut-être eu moins de patients hospitalisés ou j'ai eu plus de patients qui sont restés plus longtemps dans les premières phases de leur maladie, en fait. Donc c'est de la recherche. Donc aujourd'hui, on en est à un prototype qu'on est en train de commencer à tester sur les interfaces du Health Data Hub. Donc c'est-à-dire qu'on a une interface en fait en ligne qui nous permet de nous connecter directement à la base de l'assurance maladie et de tester notre modèle. Donc l'idée en fait, c'est d'arriver à faire en sorte que notre modèle il soit le plus similaire possible à ce qui se passe dans la vie réelle, parce que c'est tout l'intérêt d'un modèle. S'il n'est pas valide, il sert à rien. Donc là, on a des similarités qui sont pas trop mal, vous voyez, pour différentes versions en fait du modèle. Et surtout, l'idée, c'est de regarder en fait l'erreur qu'on va avoir entre notre modèle réel et notre modèle simulé. Donc vous avez compris, cette erreur, il faut qu'elle soit la plus petite possible. Donc là, on a encore de l'amélioration à trouver sur, vous voyez, en fait, vous avez le total. Donc l'erreur totale sur notre meilleur modèle, on est à peu près à 0,097%. Et vous voyez, en fait, on a encore des progrès à faire sur les premières phases. Vous avez phase 0, phase 1, phase 2, phase 3. Donc phase 0, phase 1, on est encore assez élevé, mais en fait, ça s'explique par le fait que découvrir les parcours de patients qui ne sont pas encore malades et uniquement en phase de prévention, c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'on prend des patients qui ont été malades à un moment donné dans leur vie et on va retourner dans le passé pour voir ce qui s'est passé avant. Ce qui fait qu'on rate pas mal de choses, en fait. Donc ça, c'est un des éléments qu'on doit encore améliorer. Par contre, vous voyez que pour les parcours qui sont très hospitalisés, on a une erreur qui est beaucoup plus basse parce que là, on a des choses, des actes qui sont beaucoup mieux enregistrés dans les bases de données. Et donc ça nous permet d'arriver à de meilleurs résultats. Donc tout ça pour vous dire que l'idée en fait de tout cela, c'est d'arriver en fait à un outil. Et ce qu'on espère, c'est que cet outil en fait, il puisse être
dans une bibliothèque du Health Data Hub, donc qui permettent d'être mises à disposition de tous, s'ils trouvent ça intéressant. On a un bon espoir parce qu'on sait que au niveau du ministère de la Santé, la DGOS est déjà intéressée par ces techniques de jumeaux numériques territoriales et de responsabilité populationnelle. Donc on pense qu'on est plutôt dans la bonne stratégie par rapport au pouvoir public. Et donc ces résultats, voilà, l'intérêt c'est d'avoir vraiment cet outil d'aide à la décision et les perspectives, et ben, vous avez compris, hein, c'est d'étendre à d'autres maladies chroniques. Donc il y a 1000 verrous scientifiques que je n'ai pas le temps de détailler, mais la BPCO c'était déjà tout un bazar pour arriver à faire des modèles qui sont à peu près valides. Donc une autre maladie, ça va être encore beaucoup de travail, et donc là on ne pourra pas se passer de l'expertise de médecins pour pouvoir le faire. Donc là on travaille en partenariat notamment avec des pneumologues, hein, qui nous aident là-dessus. L'idée c'est d'intégrer ça dans des outils de pilotage territorial, comme je l'ai dit, et de pouvoir simuler des scénarios d'organisation, donc de prévention de nouvelles pratiques. Et donc je finirai en disant que ce travail, ça a été réalisé par Anna Lucia Tula, qui est la doctorante, qui est donc financée par ce programme. Donc merci à elle pour tout ce travail. Merci pour votre écoute.